Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis heureux de vous accueillir en l'absence de ma collègue Carole qui s'occupe de la filière voile de compétition, de la filière technologie chez Bretagne Développement Innovation, qui vous propose ce troisième Visio Café, qui est une série de conférences qu'on organise tous les jeudis matins du mois d'octobre pour découvrir les coulisses du Vendée Globe autour de la Bretagne Sailing Valley. Donc, c'est un endroit incroyable où se concentrent énormément d'entreprises qui conçoivent l'ensemble de ces bateaux et de toutes ces technologies. Et la majorité des bateaux IMOCA au départ sont conçus ici. Pour preuve, quelques chiffres. 18 bateaux qui sont conçus, qui ont été conçus, 16 ont été fabriqués en Bretagne. Sur les 8 IMOCA de nouvelle génération, 5 ont été conçus et fabriqués ici. Et puis, côté skipper, 6 des 8 vainqueurs sont natifs ou installés en Bretagne. Et cette année, c'est pas moins de 20 équipes sur 33 qui ont installé leur team en Bretagne. Donc, voilà pourquoi on vous propose un petit peu ces coulisses, parce qu'on a quelques histoires à vous raconter. Sur les 5 visio cafés, ils sont tous captés et accompagnés d'un dossier, d'un communiqué de presse. Et pour les journalistes, on met à votre disposition une banque images et vidéos pour vous faciliter la vie. Et puis, vous avez un chat et une rubrique questions si vous voulez intervenir. Et pour commencer, je vous propose en petite synthèse une vidéo qui va vous donner les chiffres clés de la filière. Ça dure 30 secondes avant de commencer la conférence. À tout de suite. Très bien, je vais passer la parole à Pierre-Yves Lautroux, donc, qui va animer cette table ronde, et j'en profite pour remercier les intervenants de s'être joints à ce visio café. Et Pierre-Yves, je te laisse la parole. Merci Arnaud, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend correctement. Bienvenue donc pour ce troisième visio café qui va être consacré en gros aux évolutions technologiques à la veille de ce Vendée Globe qui n'est plus que dans 3 semaines. Le départ maintenant c'est dans 3 semaines, donc on va se consacrer aux dernières évolutions des technologies des bateaux volants en matière de conception et de fabrication. Et donc pour discuter de tout ça, nous avons autour de la table, si je puis dire, Sam Manuard. Je vais vous demander de faire coucou avec vos mains, je pense qu'on va vous reconnaître, mais voilà, Sam Manuard qui est architecte naval, qui a dessiné l'un des bateaux les plus originaux de cette édition, qui s'appelle l'Occitane. On en verra une petite image tout à l'heure. Merci Sam d'être avec nous. On a Luc Talbourdet qui a derrière, devant sa demi-coque de ce qui doit être le premier IMOCA de Paprec Virbac il y a quelques années, donc qui a fait beaucoup de Vendée Globe comme chef de projet et qui maintenant est un start-upper qui a lancé une entreprise qui s'appelle Havel Robotics, qui construit des pièces composites et notamment des foils avec une technologie de robot. Et puis nous avons Yann Dolo qui lui aussi est devant des photos d'anciens IMOCA, et Yann Dolo est le directeur général adjoint de CDK qui a construit un grand nombre d'IMOCA et qui, au dernier décompte qui a été fait il y a un peu moins de 5 minutes, à 10 bateaux sur la ligne de départ. Alors Yann, justement, on va commencer avec toi. Toi, ton métier, c'est de construire les IMOCA qui prennent le départ du Vendée Globe. C'est un métier compliqué, puisque les bateaux n'ont cessé effectivement de se complexifier. Est-ce que justement, depuis ton poste pas d'observateur, mais d'acteur qui reçoit les demandes des équipes, les infos des architectes, qui doit se tenir au courant des nouvelles technologies de fabrication, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la dynamique d'innovation qui existe entre chaque Vendée Globe? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas forcément le secteur dans lequel on évolue,
c'est vraiment cette épreuve, c'est vraiment celle qui tracte une bonne partie de l'innovation technologique du secteur. Alors toi, tu as fait déjà 2 Vendée Globes en tant que directeur général adjoint de CDK. Raconte-nous un petit peu comment, toi, ton métier et les technologies auxquelles tu es confronté ont évolué entre 2 cycles de Vendée Globe. En fait, sur la ligne de départ, c'est la force aussi de de l'IMOCA, c'est qu'on a des bateaux de plusieurs générations. Ceux du chantier, les plus anciens, datent de 2006. On a un bateau de référence qui parlera à tout le monde, qui est le bateau Massif, qui a gagné le Vendée Globe avec François Gabard en 2012, qui est le bateau qui est, si je ne m'abuse, mais je vais peut-être dire des bêtises, aux mains de Clarisse Kremer, donc pour ce Vendée Globe. Si on prend cette référence en termes de complexité de fabrication, on a constaté un premier son en 2016 avec une génération hybride de bateaux qui, au cas où la jauge n'aurait pas autorisé l'adjonction des foils, permettait de revenir en arrière, d'apporter des rives droites et sur le papier en tout cas, d'être plus rapide que la génération précédente. C'était pas vraiment un choix assumé vers les foils. Et puis cette année, des bateaux dessinés autour des foils avec une variété de dessins. Samuel pourra en parler tout à l'heure. On constate vraiment une ouverture complète de la jauge. Ça s'est traduit chez nous par une énorme complexification de la manière de fabriquer. Alors, les matières restent toujours du carbone, du pré-imprégné, des âmes, du nida, de la mousse. Par contre, on sait de plus en plus et on demande de plus en plus de mettre exactement les bonnes âmes, les bonnes densités aux bons endroits. Les ponts, les coques sont devenus de véritables œuvres d'art. Elles l'étaient déjà, mais en tout cas en termes d'âme, c'est-à-dire vraiment ce qui constitue le sandwich, qui est entre les pots du carbone. Et on a vraiment de la marqueterie, différentes variations d'épaisseur de nid d'abeille, de densité de mousse, d'épaisseur de mousse. Tout ça pour de la performance et puis surtout parce que les foils induisent une complexification de la structure et des efforts à encaisser et à dissiper dans cette structure. On peut dire que pour nous, si on prend une base 100, c'est-à-dire Massif 2012, les coques désormais avec les mêmes outils, les mêmes compétences dans l'atelier prennent à peu près 30% de plus de temps à construire. Et les ponts surtout, qui sont devenus, en raison de la complexité de leur dessin, de véritables enjeux. Entre le pont de Massif et le pont des derniers IMOCA qu'on a réalisé, on a mis 60% de temps en plus. Les gens sont pas devenus plus mauvais et plus lents, la sophistication est encore plus importante. Tu peux nous rappeler juste, donner quelques éléments sur le temps qu'il faut, le nombre d'heures qu'il faut pour construire un IMOCA aujourd'hui, et est-ce que ça représentait Alors nous, on a qu'une vision partielle des choses, puisque les bateaux, pour les top teams en particulier, avec lesquels on travaille, sont souvent finis dans l'atelier. Alors ils sortent finis de chez nous, mais une partie des systèmes en particulier qui sont très très complexes, les systèmes de foil, les systèmes de safran. Je parle pas des pièces elles-mêmes, mais les systèmes sont faits par les équipes. La boîte noire, c'est-à-dire le coque montée structuré sortant de chez nous, sans foil, on estime qu'on est aux alentours de 30 000 heures. Alors, je donnerai pas de chiffre plus précis que ça, mais on est aux alentours de 30 000 heures quand, sur des bateaux type Massif, on était plutôt à entre 20 et 22 000 heures, quoi. Donc, ça, c'est vraiment, et ça, c'est 2 générations. C'est l'adjonction des foils et la performance qui va avec, bien sûr, hein. C'est un peu extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire maintenant avec les nouveaux dessins. Mais en tout cas, ça illustre vraiment la complexité de construction de ces bateaux. Est-ce que ça veut dire que vous, en termes de méthode de travail, et là je pense surtout à l'arrivée au développement de bureaux d'études assez étoffés au sein des équipes même, est-ce que ça veut dire que vous, en termes de méthode de travail, de méthode de fonctionnement avec les équipes, ça a beaucoup changé aussi entre ces Olympiades, si je puis parler ainsi? Ouais, si on parle de CDK, CDK est une entreprise très artisanale avec quelqu'un qu'on a qualifié de druide, qui était le créateur, qui était Hubert Desjoyaux, qui techniquement était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais qui concentrait quasiment toutes les fonctions techniques pour fabriquer ces IMOCA. Désormais, on a un bureau d'études où il y a une dizaine de personnes. Et c'est surtout les outils numériques qu'on utilise. Désormais, on est obligé de passer par des gros logiciels type CATIA, donc des choses qui sont utilisées dans l'aéro et dans l'industrie, et qui nous permettent de plus en plus d'aller du plan 3D de l'architecte jusqu'à la machine de découpe, ce
qu'on fait encore à la main, mais Luc illustrera aussi la possibilité de faire certaines pièces avec des robots. Ce qu'on fait encore à la main, c'est la pose des grands plis, la pose des plis dans les pièces. Mais en tout cas, on a vraiment une force de frappe maintenant en bureau d'études que nous impose la structuration des équipes et surtout cette précision et cette extrême. On est vraiment arrivé dans un niveau de sophistication qui est très très important. C'est passionnant, mais il faut suivre. C'est vraiment une course à l'armement pour suivre les besoins du client et aussi la manière dont les architectes nous challengent tous les jours pour faire toujours plus léger, toujours plus fin, toujours plus sophistiqué. Alors, on va donner la parole justement à l'un des architectes qui du coup, vous met la pression avec des bateaux toujours plus sophistiqués, toujours plus rapides aussi. Hein. Sam, toi, tu as dessiné le bateau qu'on voit apparaître à l'écran. Hein. On voit qu'il a une forme très, très particulière. Là, il a vraiment une tête quasiment de sous-marin de la DCNS. C'est ton premier IMOCA. Tu as dessiné beaucoup d'autres bateaux avant, hein, notamment, entre autres, des Mini et des classes 40, très performants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ton cheminement pour arriver à dessiner un bateau comme celui-là, et puis pourquoi il est très différent des autres, à la fois du point de vue du design de la coque et des foils. On voit bien qu'ils ont des formes très différentes, et l'un et l'autre des autres IMOCA. Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé à produire un bateau qui est très différent et très impressionnant. Ouais, salut à tous. Alors effectivement, là, c'est assez long en fait, si on fait tout le développement archi qui nous a amené à choisir ces formes de coque, ces formes de foil. En fait, ça tout part d'une idée de base, c'est-à-dire que avant de commencer même à dessiner un bateau, ce qui est important, c'est de définir vraiment des objectifs importants, savoir qu'est-ce qu'on veut optimiser dans le Vendée Globe, qu'est-ce qui nous paraît être le facteur qui va faire la différence par rapport aux autres concepts. Moi, j'étais assez persuadé que c'était pas que dans le raffinement qu'on allait réussir à faire mieux que les autres, mais l'idée c'était d'essayer d'avoir un concept qui faisait qu'on allait pouvoir adresser le mieux possible certaines conditions. Et les conditions qu'on a identifiées, c'était la capacité à pouvoir aller vite en accompagnant les fronts des dépressions australes. Ça, c'est un des trucs qui était très important, très haut sur la liste des priorités. On voulait aussi faire un bateau qui soit résolument tourné autour de l'utilisateur, c'est-à-dire faire un bateau sur lequel il soit possible d'utiliser tout le potentiel du bateau. Aujourd'hui, les IMOCA sont des bateaux qui sont excessivement rapides, mais par contre, c'est difficile de naviguer à un rythme très élevé de performance. Naviguer à 100% des polaires en permanence, c'est quasiment impossible sur un Vendée Globe. Donc on a cherché à trouver des solutions qui disaient que c'était peut-être un tout petit peu plus facile de se rapprocher d'un potentiel théorique maximum. Et en ça, la forme de coque, ça a été notre réponse à cette problématique-là. Donc la forme de l'Occitane, la forme de coque de l'Occitane, c'est très inspiré des SCO. Les SCO, ce sont des bateaux qui sont d'abord apparus dans les grands lacs américains au début du XXe siècle. Et ils se caractérisent en fait par leur forme vue du dessus, c'est des bateaux qui sont assez rectangulaires. Le plus connu d'entre eux, peut-être, c'est l'Optimiste. Beaucoup de gens ont navigué sur des Optimistes. L'Optimiste, c'est un SCO, donc en fait, on a fait un Optimiste un petit peu contraint par la Jojimoka, parce que la Jojimoka ne voulait pas vraiment des Optimistes, donc il est un petit peu pointu, mais l'idée reste celle-là, c'est-à-dire d'avoir un bateau qui joue sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est d'avoir cette forme relativement carrée, fait que lorsque le bateau se met à agiter, il va piquer un petit peu moins du nez. Ça,
dynamique, ça a plein d'effets positifs, notamment le fait que les angles d'incidence à la fois de la quille et du foil se modifient peu avec la gîte. Donc ça amène une sorte de stabilité dynamique qui va de pair avec l'objectif qu'on avait, qui était d'avoir un bateau qui soit relativement flexible. Le deuxième paramètre du SCO, c'est vu de côté, on a un bateau qui est pas mal spatulé sur l'avant. On comprend assez bien, c'est que l'avantage de ça, c'est que le bateau, au lieu de transpercer les vagues au portant, lorsqu'on rattrape les vagues, si tout va bien, cette étrave va permettre de rebondir sur la vague qu'on rattrape, donc de ne pas être ralenti. Et ça a pas mal de conséquences. Déjà, en vitesse moyenne, on gagne, mais aussi le fait de moins planter dans les vagues, on a moins de coups de frein, donc moins de stress mécanique, moins de phénomène de fatigue mécanique, mais aussi moins de stress pour le skipper. Alors, ces formes-là, elles ont été validées, notamment en mini. Il y a déjà des SCO qui ont gagné la mi-transat. Elles sont en train d'être validées en classe 40, notamment avec des bateaux que tu as dessinés. On va parler de Banque du Léman, qui a remporté récemment la Normandie Channel Race. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, ce qu'on peut quand même qualifier d'innovation, même si les bateaux des Grands Lacs existent depuis très très longtemps, comment t'expliques, toi, que cette innovation ne soit pas arrivée plus tôt dans l'IMOCA? C'était une contrainte de jauge? C'était la prise de risque liée au fait que ça n'avait jamais été fait avant? Qu'est-ce qui fait que justement cette innovation-là n'ait pas été adoptée plus tôt? C'est une bonne question. D'ailleurs, je veux dire que finalement, on était assez étonnés d'être les seuls à avoir fait ça, finalement, et ravis quelque part, parce que je pense c'est très bien qu'on a D'être les seuls. cette voie-là. Et oui, je pense que tu résumes le truc, c'est-à-dire que effectivement, on peut considérer qu'il y a une certaine prise de risque à sortir un peu des sentiers battus. Jusqu'à présent, les cabinets d'archi qui étaient bien impliqués dans l'IMOCA étaient probablement plus dans des logiques d'optimisation de concepts déjà en place. Faut rajouter aussi que en fait, le travail d'un architecte est très dépendant de la relation qu'il a avec son client, très dépendant de la relation qu'il a avec le skipper, avec le chef de projet, etc. Avec le sponsor. Et le sponsor, oui, tout à fait. Et certains skippers ont des approches plutôt conservatrices, c'est-à-dire qu'ils veulent après le même bateau que le voisin, mais un petit peu mieux, et ils se sentent très à l'aise avec ça parce qu'ils pensent pouvoir faire la différence sur l'autre. D'autres skippers ont d'autres approches. Et quand je dis skipper, c'est effectivement le team, tout l'environnement, ça peut être jusqu'au sponsor. Et là, on a eu la chance d'avoir Armel Tripon qui était très ouvert, Michel de Francieux aussi, et l'Occitane en Provence derrière qui était vraiment partie prenante. Donc, quelque part, ils nous ont aussi mis dans un confort, dans un état d'esprit qui nous a laissé en fait la possibilité de sortir des sentiers battus. Cela étant dit, une bonne partie de l'étude a été de bien valider d'une manière scientifique qu'on ne partait pas sur une mauvaise piste. Donc on a quand même évalué le risque. Oui, c'est pas un coup de poker, ne serait-ce que parce qu'il y a des proof of concept qui existent déjà, qui naviguent et qui gagnent des courses à des échelles plus petites. C'est la principale preuve qui existe. On va continuer à parler d'innovation avec Luc Talbourdet, qui est le patron d'Avel Robotics. Alors toi, du coup, tu es sur un secteur plutôt en vogue, qui est la construction de foils. Enfin, tu fais des pièces composites en général, construites grâce à des robots. Est-ce que tu peux, on va voir une petite vidéo en même temps. Est-ce que tu vas pouvoir nous la commenter, qu'on sache exactement de quoi on parle. Si Arnaud peut nous lancer la vidéo. Voilà.
Donc là, vous allez voir l'outil de drapage, en fait, ce qui est fait à la main habituellement dans les chantiers. Le robot, il drape un coude. On a moyen de baisser le son de la vidéo. On dit qu'on s'en rend pas après. Oui, j'ai compris. Voilà, Luc. Oui, donc bien, sur la vidéo, vous avez pu voir un robot qui dépose des fibres de carbone, ce qui habituellement été fait à la main dans le milieu du nautisme. Et vous avez pu voir deux types de fabrication. Vous avez pu voir une fabrication sur une table où justement le robot il pouvait draper un arc de cercle, un coude. Quand vous avez vu la photo de l'Occitane tout à l'heure, vous avez vu que la forme du foil, il avait une double courbure très prononcée. Et donc, du coup, le robot permet de faire justement de dessiner sur une table cette courbure de foil. On le fait à plat pour après le remettre en vertical. Et du coup, ça, c'est pas possible à la main. Vous pouvez pas avoir un rayon de courbure aussi linéaire, aussi régulier, tout simplement parce que voilà, ça nécessite d'avoir des fines bandelettes pour pouvoir passer la courbure. Et ça, seul un robot peut le faire actuellement. On peut le faire à la main aussi, mais c'est très long et beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà un des avantages du robot, qui est un outil utilisé dans l'aéronautique. Et donc, Havel Robotics, au départ, l'idée, c'était de prendre une technologie de l'aviation et de se dire, mais pourquoi n'utilise-t-on pas cette façon de faire qui est assez récente, mine de rien, parce que l'entreprise qui a créé ce robot-là date de 2005 et c'est dans l'aéronautique depuis 2010. Et donc, voilà. Donc, nous, on existe depuis 2 ans maintenant, 3 ans, 2017. Et donc, voilà. Avec le robot, on peut faire des pièces qu'on ne pouvait pas faire à la main et ça apporte une qualité de fabrication supérieure. Est-ce que tu peux juste nous raconter ton parcours et comment tu en es venu à faire ce type de projet, parce que tu connais bien le Vendée Globe, hein, parce que tu as été chef de projet de l'Empire Dick pendant de longues années. Je crois que tu as 3 ou 4 Vendée Globe, je me souviens plus, je crois que c'est 4 Vendée Globe, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait monter ce type d'entreprise? Ça répondait à un besoin particulier que tu avais détecté ou auquel on n'avait pas pu répondre quand toi tu en avais besoin? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? La genèse, en effet, elle vient du fait de l'arrivée des foils en IMOCA. Donc, en effet, j'ai participé dans l'équipe, j'étais chef de projet de Jean-Pierre Dick sur 4 Vendée Globe depuis 2002. Et sur le 4e et dernier que j'ai vécu comme chef de projet, sont arrivés les foils en 2015, donc sur Saint-Michel-Virbach. Je regarde devant moi parce qu'il y a une autre maquette où c'est Saint-Michel-Virbach avec les foils. Et donc, bien, on s'est aperçu que en termes de construction, on arrivait, c'était le début des foils. Donc, forcément, et d'un point de vue architectural, d'un point de vue des efforts on voyait sur les foils, et d'un point de vue construction, il y avait une nouvelle page à ouvrir. Et on s'est vu qu'on butait un peu sur on pouvait améliorer la qualité de construction en utilisant un autre outil. Voilà. Donc, on a été chercher ailleurs. Et comme moi, c'était un peu la fin d'une histoire avec Jean-Pierre, puisque Jean-Pierre terminait son 4e Vendée Globe et avait décidé de ne pas en faire un 5e. Donc, du coup, voilà, je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller créer une entreprise dédiée spécifiquement à la fabrication de foils en utilisant cet outil de l'aéronautique que vous avez vu en image. Et tu as dessiné combien de paires de foils pour ce Vendée Globe? Et donc, pour ce Vendée Globe, j'ai la chance d'avoir travaillé avec Sam, qui en effet
très créatif, puisqu'il apporte quelque chose dans l'IMOCA avec une forme de bateau qu'on n'avait pas vue, avec des formes de foil qu'on n'avait pas vues. Et donc ça, c'est génial sur ce Vendée Globe. Je ne sais pas si vous réalisez la chance qu'on a sur ce Vendée Globe 2020 en termes de nombre d'architectes différents, de nombre de foils différents en termes de forme. C'est génial. On a vraiment une diversité. Donc, pour répondre à la question, j'ai eu la chance de fabriquer l'Occitane, les foils de l'Occitane, les foils aussi d'Apivia version 1 et version 2. Et puis, j'ai participé en association avec l'entreprise Lorima à la fabrication de la deuxième paire de foils Arkea Papac. Très bien. Alors, Sam, je reviens vers toi. Justement, à propos de foil, il n'y a pas que la forme de l'Occitane qui est originale. Il y a la forme des foils de l'Occitane et l'implantation des foils de l'Occitane. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu le cheminement, si tu arrives à être aussi clair que tu l'as été sur l'explication de la forme de la coque? Est-ce que tu peux nous expliquer justement le pourquoi de ces innovations, ou en tout cas de cette manière de voir un petit peu différente des autres? Ok. Juste si on peut revoir, Arnaud, si on peut revoir la photo de l'Occitane, comme ça on verra effectivement la forme des foils et son implantation, si tu peux nous l'envoyer. Alors, comme pour tout le reste du design, d'abord, on a défini quelles devaient être un peu nos idées directrices. Et une idée forte qui était très importante pour moi, c'était de se dire que dans tous les cas de figure, il fallait qu'on puisse naviguer avec un mode dégradé. C'est-à-dire, il fallait qu'on puisse sortir les foils de l'eau pour éventuellement faire un peu le dos rond dans une tempête dans le sud, etc. Voilà, ralentir un peu le bateau. Avec les foils, le bateau est capable de s'emballer et de naviguer à plus de 30 nœuds. Et bon, bah, ça, c'est parfait quand on navigue devant l'île de Groix, ou quand on navigue dans des conditions assez calmes. Mais ça peut devenir très scabreux lorsqu'on est dans le Grand Sud, etc. Donc, pour moi, Donc ça, pour bien comprendre, hein, tes foils, ils sont capables de rentrer intégralement? Non, ils ne rentrent pas intégralement, mais du fait qu'ils ont ce qu'on appelle des shafts, la partie haute du foil qui soit assez haut, lorsqu'on les relève, ben, en fait, l'ensemble des foils sortent de l'eau. Donc ça, c'était une première idée. L'autre idée aussi, c'était de se dire que d'aller chercher l'appui un peu à l'extérieur de la coque et finalement avoir une partie de ce shaft qui ne soit pas dans l'eau, ben, ça permettait de gagner en moment de redressement dynamique grâce à l'effet du foil, mais ça permettait aussi de réduire la surface du foil en frottement dans l'eau, quoi, tout simplement. Donc là-dessus, quelque part, on se reproche un peu d'un mode de fonctionnement d'un multicoque, en fait. Très bien. Yann, je crois que vous fabriquez aussi chez CDK, vous avez fabriqué des foils, vous fabriquez toujours des foils. Est-ce que là aussi, il y a eu des changements de technologie, ou est-ce qu'il y a eu plutôt une sophistication des technologies de construction côté foil? Ils ont beaucoup changé, hein. Ils ont je sais pas, j'ai pas les chiffres, ils ont quasiment doublé de taille d'un Vendée Globe sur l'autre. Et vous, qu'est-ce que ça a emporté comme conséquence pour un constructeur? En gros, nous, on a commencé les foils par PRB, en fait, PRB qui est l'ancien bateau de Vincent Rioux, donc PRB 2010, et sur lequel Kevin Escoffier, enfin, c'est pas lui qui l'a fait, mais en tout cas, Vincent a modifié le bateau. C'est Kevin Escoffier qui va partir. Donc là, on a fait nos premiers foils à l'époque. Donc, on avait une technique qui était différente de celle de Luc, et surtout, alors ces produits sont cuits en autoclave, puisqu'on a besoin non seulement d'un drapage parfait, mais surtout de maîtriser une cuisson sous pression pour avoir une qualité de composite et des niveaux de porosité très très faibles pour encaisser les charges en ayant un minimum de poids. On peut toujours tenir tous les efforts, mais ça se traduit par énormément de poids. Donc ces foils ont été faits à l'époque en 2 morceaux, donc il faut scarfer, il faut rapporter le type, parce que les outils de cuisson à l'époque qu'on avait, on a 3 autoclaves, on a un grand autoclave de 50 mètres à Port-la-Forêt qui fait 2 mètres de diamètre, 1,80 m utile, ça ne permettait pas de passer ces foils qui étaient
paradoxalement petits en développé par rapport à ceux qu'on peut voir sur l'Occitane ou sur l'ensemble des bateaux du Vendée. Donc pour nous, ça s'est très clairement traduit par le fait que si on voulait s'attaquer à ce marché et rester en capacité de fabriquer ces foils, il fallait avoir toute une suite numérique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc des logiciels comme CATIA, un logiciel pli par pli, ce sont des modules composites qui permettent de simuler à partir de ce que nous donne un architecte comme Samuel par exemple, de simuler le passage des plis avant la pose elle-même, c'est-à-dire vérifier que les plis peuvent passer, peuvent prendre les virages. Donc ça, c'est déjà un gros travail en bureau d'études. Une machine de découpe, puisqu'il n'y a pas de deux plis identiques, on travaille toujours avec des dégressifs et des échantillonnages différents suivant l'endroit où on se trouve dans le foil. Et surtout un outil de cuisson un peu important. Donc là, on a acheté l'année dernière, on l'a mis en service cette année, un autoclave qui fait 25 mètres par 4 mètres de diamètre, 10 bars, 200 degrés, donc c'est de la classe aéro. Donc c'est aussi c'est beaucoup d'investissements nécessaires pour réussir à suivre l'évolution sur ces pièces-là. Ça nécessite une énorme traçabilité, une maîtrise des tissus. Enfin, c'est des choses qu'on fait un peu classiquement, mais c'est encore plus élevé. Et puis, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc, lorsqu'on a 4 mètres utiles, le développé des foils, en tout cas, fait que dans une de ces dimensions, ces 4 mètres sont déjà sur certains foils. Là, on fait 2 paires de foils d'ultime pour Banque Populaire et le futur Banque Populaire et le futur Massif. Ce sont des pièces encore plus importantes, en tout cas en poids, en corde, c'est-à-dire en largeur, grossièrement, que les foils d'Imoca. En taille, c'est pas du tout évident en développer. Je pense qu'on n'est pas très loin. Mais en tout cas, ça impose aussi d'avoir de la place, de s'organiser pour réussir à faire les drapages. C'est beaucoup d'organisation avec plusieurs centaines, voire des milliers de plis à certains endroits dans les foils. Donc c'est un challenge hyper intéressant. Ça pousse on est vraiment en train de sentir qu'on est passé. On était des artisans, je dis on, dans la filière il y a encore une quinzaine d'années. On devient des artisans industriels et on sent, tout en gardant notre âme d'hyper créatif, poussé par les architectes, poussé par les skippers, les teams. On entre de plus en plus dans de l'industrie de haute précision, avec une petite contrainte, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à faire 2 fois le même bateau, 2 fois la même pièce, 2 fois le même foil. Donc on recommence tout à chaque fois. Et ça, c'est énormément de travail. C'est ce qui fait aussi que les budgets sont devenus importants, puisque les budgets consacrés au foil sont vraiment en part croissante. Je pense que les top teams qui vont participer à ce Vendée Globe auront fait 3 paires de foils, ce qui est énorme. En tout cas, ceux qui sont partis tôt. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant qui demande d'avoir beaucoup d'investissement et de travailler avec des équipes qui sont plus pointues. Luc, justement, tu incarnes assez bien cette industrialisation avec plein de guillemets, parce que comme vient de l'expliquer Yann, il y a pas non plus beaucoup de reproduction des mêmes pièces. Toi, l'objectif n'est pas de vivre que sur le marché du foil, qui est, même s'il a été florissant avec ce cycle de Vendée Globe, tu as l'intention de décliner cette technologie dans d'autres secteurs. On a justement une question de l'audience qui dit: est-ce que Havel produit des foils pour des domaines extérieurs à la course au large? Aujourd'hui, non, c'est que pour la course au large. On a produit des foils en dehors du. Oui, on en a produit une. On a produit des foils pour les IMOCA, donc pour le Vendée Globe. On a produit pour un mode 70 et on produit aussi alors pour quelque chose d'original en dehors de la course au large. C'est pour un bateau à moteur avec un foil assez grand, voilà, donc pour l'entreprise Enata, et c'est un bateau à moteur avec des foils. Donc du coup, ça montre que le foil est en train de passer du stade de la course au large vers les bateaux, pas encore les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, parce que en effet, produire une paire de foils assez grande, ça coûte de l'argent, donc le bateau, il coûte plutôt cher. Mais oui, on commence donc à travailler en dehors de la course au large. Et puis aussi,
comme tu disais, pour être industriel, l'idéal, c'est de produire en série, ce qu'on ne fait pas du tout. Et c'est en ça qu'utiliser un robot qui a été au départ conçu pour produire des pièces de série dans l'aéronautique, parce que dans l'aéronautique, ils ne produisent pas un avion quand ils en produisent un. Ça coûte vraiment très cher de développer un avion, ils en produisent en série. Et donc, c'est vraiment une prouesse d'avoir réussi à faire ce que disait Yann, c'est-à-dire à faire à chaque fois une pièce nouvelle en conception, c'est beaucoup de travail. Et donc, bien, la prochaine étape, c'est ce qu'on va faire en 2021, c'est de travailler dans le domaine du naval. Voilà, de produire pour l'industrie navale d'autres types de pièces qui ne sont pas des foils. Et donc, c'est un autre secteur d'activité. Et puis, j'espère d'ici 2022-2023, travailler dans l'aéronautique, qui est un peu le domaine dont vient comment dire, ce robot, et produire des pièces de série, parce qu'en effet, on va avoir à partir de l'année prochaine 2 robots au lieu d'1 déjà, donc on continue à investir pour justement adresser soit des pièces de série, soit des pièces de prototype comme les foils de la course au large, parce que après le Vendée Globe, de nouveau, on va repartir pour un cycle, et ça montre bien que l'industrie, en tous les cas de construction ou même pour les archis, est orientée de Vendée Globe à Vendée Globe tous les 4 ans, quoi, hein. Tous les 4 ans, on recommence un cycle, et l'industrie du nautisme est bien orientée là-dessus. Tu peux juste nous dire combien de temps il te faut, toi, avec ta technologie de robot pour construire un foil? Alors aujourd'hui, on raisonne en paire parce que heureusement, en conception, il y a un moment, on peut faire une symétrie sur le robot. Donc du coup, toute la conception qu'on a fait pour un foil, on peut la dupliquer au niveau de la conception sur le deuxième foil. Et il y a une repasse de programmation, mais au moins on gagne un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on raisonne impair, parce que si on devait faire 2 foils différents de chaque côté, ça serait encore un peu plus long. Bon, faut compter de façon réaliste, faut compter 6 mois. On espère toujours faire moins. Les équipes veulent toujours moins, mais dans la réalité, il faut au moins 6 mois. Et sur les premiers où la forme était vraiment, comment dire, complexe, on a même mis plus de temps que ça. Mais c'était normal parce que on est passé de foils en 2016 où les foils faisaient 3 mètres de développé à des foils qui ont doublé de taille et de poids. Donc voilà. On a aussi doublé de temps, je pense, largement. Sam, l'Occitane a construit combien de paires de foils? Une seule. Une seule. Donc vous avez confiance. Bah oui. Ouais. De toute façon, c'était une donnée d'entrée, quoi. Et je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Yann et Luc, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup insisté sur l'aspect technologique, investissement en machines, en autoclave, en robots, etc. Mais il faut bien comprendre, c'est qu'une grosse partie de leur valeur ajoutée, c'est le capital humain. C'est que, en fait, pour faire tourner ces machines, pour draper des tissus, etc., il faut un personnel avec beaucoup d'expérience, etc. Et en fait, leur talent, il vient surtout de là, quoi. Et bon, bah, cette visioconférence, elle est liée à la Bretagne. Moi qui suis installé au Breton, je peux voir un peu en quoi la Bretagne est un endroit hallucinant. C'est un vivier de talents dans le nautisme incroyable. Bon, bah, eux, ils s'en rendent peut-être moins compte parce qu'ils sont tout le temps dedans, mais c'est vrai que même dans le monde entier, il n'y a pas l'équivalent, quoi. On va juste préciser que tu parles justement là, tu es installé en Bretagne, mais tu es monté en Bretagne et tu étais basé à Montpellier avant, donc tu parles effectivement non pas sans chauvinisme breton aucun. Oui, tout à fait. Une petite question très très technique de l'audience à propos du fonctionnement de l'Occitane. Est-ce qu'on observe sur l'Occitane une contribution d'un effet de sol à la portance lorsque le bateau vole? Probablement. Comment Formule 1? Ouais, c'est sûr que l'aéro du bateau, alors c'est valable selon les angles apparents. C'est-à-dire que plus on est serré, plus on est proche du vent, plus le vent vient de face. Donc là, plus cet effet peut être important. Mais effectivement, les bateaux, plus ils vont voler haut, plus l'impact aéro des superstructures, de la coque, etc., a une importance. Donc, en fait, oui, je pense que toutes ces problématiques-là vont devenir de plus en plus importantes à traiter. Ouais.
Je rebondis sur ce que tu dis quand tu parles de l'aéro. On sait que, notamment par exemple sur les ultimes, voire même sur les multi 50, le poids de l'aéro est en train de devenir prépondérant dans le design de ces bateaux. Est-ce que sur les IMOCA, c'est déjà le cas? Est-ce que vous avez déjà réfléchi, parce que les vitesses ont vraiment beaucoup augmenté d'une génération à l'autre, est-ce que vous, chez le designer, est-ce que c'est déjà des logiques auxquelles vous vous intéressez beaucoup? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on aborde la problématique générale de la performance, on a des paramètres d'ordre 1 très importants, par exemple le foil, la forme de carène, etc. Ça va avoir une réponse très importante sur la perf. Mais il y a des paramètres d'ordre 2 qui sont très importants. Et en fait, si on prend l'optimisation d'un petit paramètre pris isolément, ça change pas grand-chose. Mais en fait, l'idée, c'est d'optimiser plein de paramètres pour que l'ensemble ait un effet positif. Et c'est aussi ce que décrivait Yann, au final, sur la construction du bateau, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus précis sur la marqueterie, dans le nomex des ponts, dans la taille des tissus, etc. C'est une façon en fait, d'aller chercher des grammes un peu partout sur le bateau pour qu'au final, on gagne des kilos et pour qu'au final, ça ait un effet sensible sur la performance. Et sur les aspects aéros, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va chercher plein de petits gains dans plein de domaines et c'est l'ensemble de ces petits gains qui va apporter un gain substantiel. Samuel, excuse-moi, tu sais à peu près donner un pourcentage de la traînée aéro par rapport au reste, enfin, c'est-à-dire par rapport à la traînée hydro? Est-ce que c'est négligeable, c'est 3%, 10%? Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions parce que les angles de vent apparent varient pas mal sur un monocoque. Sur un multi, on a des angles très serrés, donc là globalement c'est beaucoup plus important et la variation, enfin le pourcentage de cette traînée aéro va varier. Là sur un IMOCA, je pense qu'on doit être autour des 5%, un truc comme ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour la partie aéro de ces petits gains, de ces gains marginaux, comme on dit dans certaines équipes de cyclisme? C'est quoi l'un des gains marginaux qui existe sur l'IMOCA sur l'Occitane en termes d'aéro? Par exemple, sur l'Occitane, on a une forme de pont convexe, donc sans cavité, une forme de pont qui est simpliste, hein, on a un pont qui est très plat avec une légère courbure. Et ça c'est un intérêt parce que c'est un intérêt aéro parce qu'on a une forme qui est assez simple, sur laquelle il y a peu de choses sur lesquelles le vent peut s'accrocher. Mais ça va surtout de pair. En fait, l'aéro va beaucoup de pair avec le fait que un pont qui est convexe et de forme très simple va faire que chaque fois les gouttelettes d'eau ou les vagues qui vont, le spray ambiant qui va venir sur le pont, ce spray et cette eau va dégager le plus vite possible. Donc on a des intérêts communs en fait. Donc, des formes qui sont pertinentes d'un point de vue aéro vont être aussi vachement intéressantes pour faire que l'eau s'échappe le plus vite possible. Parce que l'eau sur un bateau, c'est du poids. Eh oui, l'eau sur un bateau, c'est du poids. Ouais. On peut d'ailleurs observer ce qui a été fait sur un bateau sur Arkea, qui a des évents pour vider la grosse cuvette du pont. Ouais, et des gros évents, hein. On parle de taille vraiment assez conséquente. Une question qui vous intéresse tous les trois, je ne sais pas lequel de vous trois va pouvoir y répondre. Est-ce que les foils pourraient devenir monotypes? Alors, à ma connaissance, non. C'est la jauge qui est en train d'être discutée à l'IMOCA. C'est pas le cas, mais vous êtes tous les trois intéressés par cette question. Qui est-ce qui veut essayer de répondre à ça? Alors qu'il le puisse, oui, il suffit de mettre une règle. Ce qu'on sent venir, c'est que pour laisser la qualité, on sent bien que quand on regarde les dessins de foil,
il y a des choses qui sont très très différentes. On sent que c'est pas mature. Et pour ne pas brider complètement l'innovation, on peut imaginer, enfin je suis pas dans le secret des dieux, mais on peut imaginer que on ait des choses autour des puits qui permettent de jouer plus facilement la remplaçabilité des pièces, ou en tout cas un peu plus de sécurité, c'est-à-dire peut-être plus soit une monotypie, ou en tout cas des formes dans lesquelles les foils peuvent s'inscrire, plutôt qu'une stricte monotypie des foils. Je pense que ça briderait beaucoup l'innovation. Les architectes ont encore plein d'idées, j'en suis sûr. Et je pense qu'on est plutôt dans cette dynamique. C'est quand même l'IMOCA est devenue une des classes, les mieux structurées, 2, les plus innovantes. Quand on voit, on est quand même sur des monocoques. Il faut imaginer que ces monocoques, ils vont aussi vite que des Orma, qui étaient un peu la référence des mobylettes des années 2000, où on a rarement fait mieux pour des bateaux de 60 pieds. Ben maintenant, on arrive à des vitesses comme celle-ci. Donc c'est juste extraordinaire. Donc pour ne pas brider ça, je pense que c'est pas dans l'air du temps, mais peut-être rendre ce qui reçoit les foils. Ce qu'on voit pas bien en fait, vu de l'extérieur, on a des superbes bateaux qui volent. Il faut imaginer la complexité de la structure qui reçoit ces foils. Peut-être que Sam pourra donner quelques exemples des charges qu'on doit. Alors je sais que c'est un peu confidentiel, mais des charges qu'on doit encaisser dans des bordées. Nous on le voit en tout cas quand on fait un patch monolithique pour recevoir le puits de foil, on voit bien qu'on a à transmettre des charges qui sont gigantesques par rapport à ce qu'on mettait pour des dérives droites il y a encore 7-8 ans. Donc, ça veut dire que peut-être travailler cette partie pour que l'hypercomplexification de la structure soit peut-être moins importante, je pense que c'est plutôt vers là qu'on va. Mais encore une fois, c'est une décision de classe. Luc, vas-y, on peut réagir après. Pour avoir été président de l'IMOCA pendant 8 ans, on voit qu'il y a toujours la même discussion. La classe, elle est tiraillée entre 2 objectifs contraires. Hein, c'est le en même temps à la version voile. D'un côté, on cherche à produire moins cher, et de l'autre côté, on veut garder la créativité que l'on voit là sur ce Vendée Globe, comme je disais tout à l'heure, avec des formes de foils complètement différentes. Enfin, ce Vendée Globe, il est exceptionnel par la diversité architecturale. Et des bateaux et des formes de foils. Donc ça, c'est génial. Mais il y a 2 objectifs contraires. J'allais dire faire moins cher, on n'en est même pas là. C'est arrêter d'avoir 30% d'augmentation du coût des bateaux tous les ans. Et c'est normal vu que la technologie évolue. Et de l'autre côté, bien garder cette créativité. Et donc, la classe open, elle est foncièrement open. Donc, du coup, on va mettre quelques critères pour limiter, enfin, en tous les cas, je n'en sais rien parce que je suis plus dans la classe, mais je pense qu'on va garder cet esprit de créativité. Et puis, on va faire comme d'habitude, on va penser que ça va être meilleur en termes de coûts, mais les coûts vont continuer d'augmenter parce que on peut pas, quand on a 2 objectifs, généralement on en privilégie un sur l'autre, et donc je pense qu'on va garder cette créativité qui est comment dire, qui est congénitale à la classe IMOCA et qui a fait son succès, et que de l'autre côté on va mettre quelques règles pour limiter les choses, mais bon, on pourra pas avoir généralement quand on cherche à atteindre 2 objectifs, on n'en atteint aucun des 2, donc je pense qu'on va garder l'innovation. C'est un débat structurant de beaucoup de classes de bateaux, et en particulier de l'IMOCA depuis de longues années. Juste pour qu'on sache bien de quoi on parle quand on parle justement de monotypie, de budget, etc. Est-ce que vous pouvez dire combien ça coûte une paire de foils? Pas forcément votre tarif catalogue, quoi, pas forcément ce qui est négocié à la fin, mais combien ça coûte? Alors pour CDK, on n'a qu'une vision partielle puisque les foils qu'on a fait pour PRB, ce sont des tout petits foils à l'époque. Voilà, mais les prix qu'on entend, encore une fois, mais on n'a pas fait ces foils, donc je peux en parler assez librement. Mais je crois que suivant les dessins, on est entre 300 et 400 000 € avec les outillages. Mais encore une fois, ce sont des chiffres qui circulent. Je n'ai pas de. Donc ça, c'est le prix des pièces, c'est pas le prix posé, hein. Ah non, je fabrique la pièce. Après, le système tout autour. En fait, et ça c'est plus dans notre métier, la structure du bateau, en particulier quand on a mis les foils, là où on l'a constaté et où on a pris vraiment une première, un choc énorme entre
quand on posait une dérive droite, globalement, il y a un trou dans le pont, un trou dans la coque, une tablette qui maintient le puits de dérive, qui est quelque chose avec une section constante. C'est relativement simple. Quand on commence à mettre des foils qui transmettent des efforts gigantesques à la structure, on est proche de la cloison de mât, on est proche déjà d'un endroit stratégique dans le bateau. Donc, il se passe un truc à cet endroit-là où on a des petites cloisonnettes dans tous les sens, des renforts pour passer ces efforts qui sont qu'on ne voit pas de l'extérieur encore. Et ça complexifie énormément. Donc, voilà. Alors, et suivant les architectes, on n'a pas la même approche en plus. Donc, Luc, nous, on a travaillé avec Sam, 3 architectes, donc on a vu trois solutions très très différentes. On n'a pas eu la chance de travailler avec Sam. J'espère que ça arrivera un jour. Mais en tout cas, on voit bien que la lecture de la jauge n'est pas du tout la même, d'une part sur les formes, mais y compris dans la structure elle-même et la manière de structurer. C'est très très ouvert, c'est passionnant parce que voilà. On va demander à Luc lui son point de vue sur le prix. Oui, sur le prix, c'est la fourchette qu'a cité Yann, elle est juste. Et là, c'est là qu'on voit toute la contradiction entre vouloir, garder l'innovation et vouloir limiter le prix. C'est que, bien, si on fait un foil monotype, forcément, ce prix va être diminué parce que tout le temps d'industrialisation, et comme le disait justement Sam et Yann, eh bien, on a des équipes avec des ingénieurs qui passent beaucoup plus de temps en conception aujourd'hui qu'hier. Et tout ce temps-là, il serait divisé par le nombre de paires de foils. Donc, du coup, on voit que voilà, un outil comme le robot qui pourrait reproduire des pièces de façon industrielle, là, on rentrerait vraiment dans une ère industrielle. Mais encore une fois, ce n'est pas l'âme de la classe IMOCA et de sa diversité. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'on ira vers cette solution-là. Sam, toi, j'imagine que tu es. Je récapitule toutes tes questions d'avant. Hein, j'imagine que évidemment tu n'es pas favorable à la monotypie pour les foils, qui de ce que je sais n'est pas à l'ordre du jour dans les règles IMOCA. Hein. Il y a d'autres. Ils vont essayer de bloquer d'autres parties du règlement pour essayer de contrôler un peu les budgets. Voilà, Sam, sur cette partie, donc un petit peu innovation monotypie, et puis sur ce qu'a évoqué il y a notamment la sophistication des structures, la sophistication croissante des structures des IMOCA, et en particulier autour des puits de foil. C'est sûr que j'ai participé aux discussions du Technical Committee de la classe IMOCA, et cette question d'un foil monotype, évidemment, a été mise sur la table, elle a été débattue, et très clairement, l'aspect innovation, c'est un peu dans les racines de l'IMOCA. Quelque part, il y a déjà quand même pas mal de règles qui contraignent le design des IMOCA, etc. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fois avec un œil expert, mais aussi avec un œil profane, en fait, c'est vachement intéressant d'avoir cette disparité de formes, etc. Et puis, on a aussi l'exemple de pas mal de séries qui sont passées en monotype. Et au final, les bateaux, il y a que la peinture qui change, et puis il y a pas mal de courses qu'on périclité, en fait, suite à ça. Donc, je pense que l'IMOCA, oui, c'est sûr que c'est du sport mécanique, c'est un sport qui demande pas mal d'investissement, etc. Mais c'est ce qui en fait aussi le sel. C'est pour ça que c'est intéressant, mais pas que pour nous, qui sommes partie prenante, mais en bonne partie pour les gens qui le suivent. Donc je pense que monotypie, ça n'a pas vraiment d'intérêt en IMOCA. On rappellera juste que les quilles sont monotypes et les masses sont monotypes dans la jauge IMOCA. Sur du coup la partie justement sophistication des structures des bateaux d'une part et de la structure des puits de foil qui participe à la complexification des bateaux et à l'allongement des temps de construction. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement à quel point c'est devenu des endroits stratégiques du bateau et combien de temps toi tu y as passé? Oui, c'est vraiment un nœud structurel. Donc, dans cette zone-là, on concentre les efforts du gréement, on concentre les efforts de la quille
et de son vérin, et les efforts induits par les foils dans la structure du bateau. Donc là, on a vraiment une maille qui est très structurée, et potentiellement, il y a moyen de gagner soit en simplicité, pour rendre le travail de construction un petit peu plus facile, du coup peut-être limiter le risque constructif. Je pense que ça, c'est les approches peut-être les plus intéressantes à suivre, c'est essayer de cumuler des renforts entre les trois fonctions, c'est-à-dire mât, quille et foil. Ça peut être une piste intéressante à suivre pour pas multiplier les renforts qui vont bosser chacun indépendamment des autres, quoi. L'idée, c'est de mutualiser toute cette zone pour que ça fonctionne bien. Encore deux petites questions, parce qu'on approche de la fin de ce visio-café. Luc, quelqu'un dans l'audience qui demande quel est le pourcentage de temps consacré à la finition sur le temps total de travail sur un foil construit par robot. Alors, ça dépend ce qu'on appelle la finition. Nous, on passe beaucoup de temps à construire ce qu'on appelle le barreau. Au centre, c'est la structure interne du foil. Et puis, mais la finition, on passe aussi. Alors, si la finition, c'est juste la partie enduit peinture, c'est pas beaucoup de temps, c'est 15 jours. Si la finition, ça consiste à ajouter la partie bord d'attaque, bord de fuite, assemblage. Là, en effet, c'est une grosse partie. Je dirais sur les 6 mois, de construction d'un foil, on va passer 2 mois sur la finition quand même. Ça reste encore une partie importante. Après, il y a 2 méthodes constructives. Alors là, on va rentrer un peu dans les détails, mais soit on construit des foils dans un moule, directement dans un moule. Et là, le temps de finition, il est plus restreint parce que la majorité du temps est fait par le robot. Soit on fait des foils avec une courbure et on les drape à plat sur une table. Et après, chaque partie est assemblée. Et là, cette partie d'assemblage qui prend plus de temps. Voilà. Mais donc, je dirais, ça dépend de la structure choisie par l'architecte sur la structure du foil. Est-ce qu'on est en plan ou hors plan? Voilà. Mais bon, donc, dans un cas, ça prend, on va dire, 1 mois ou 15 jours. Enfin, on va dire 1 mois. Et dans l'autre cas, ça prend 2 mois. Voilà. D'accord, donc c'est entre 20 et 30% du temps de travail total. Sam, 2 questions autour du gréement, en particulier donc de l'occitane. Est-ce que tu as un plan de voilure qui se rapproche un petit peu des plans de voilure standards de l'IMOCA, ou est-ce que tu as fait des choix un petit peu innovants, un petit peu comme fait Linked Out, où Antoine Coche a bien raconté à quel point ils avaient des surfaces de voile un peu plus petites et où ils avaient privilégié justement une partie aéro. Et est-ce que sur justement cette partie aéro, est-ce que tu as recherché un effet de plaque entre une question précise, entre la grand voile et la hauteur de la baume? Alors, juste pour répondre à ça, l'effet de plaque de la baume, un des intérêts d'avoir cette configuration avec un pont relativement plat, c'est aussi de pouvoir matosser les voiles et de les faire circuler assez facilement. Donc, on a voulu quelque part garder le passage sous la baume, entre le pont et la baume, libre, pour pouvoir passer des sacs à voile. Mais c'est clairement un développement qui aura lieu sur ce bateau. Mais là, la liste était tellement longue pour la préparation de ces Vendée Globe qu'il faut choisir ses objectifs, hein. L'objectif là, on ne cherche pas à pinailler, on cherche à avoir un bateau qui soit performant et durable, qui puisse aller jusqu'au bout du Vendée Globe. Donc on ne se trompe pas d'objectif non plus. Ça viendra par la suite. Et sur le plan de voilure? Pardon, vas-y. Bon, sur le plan de voilure, il faut relativiser les choses, c'est-à-dire que quelque part à cause de ce mât standard monotype, il y a beaucoup de limitations sur la position des étais, la position du mât, la quête, etc. Donc l'étendue de ce qu'on peut faire sur les plans de voilure reste quand même assez limitée. Et donc en fait, les choix qu'on peut faire, ça va être sur effectivement l'étagement des voiles. Et globalement, Linked Out, c'est le seul à avoir fait un truc un petit peu différent,
où globalement, ils ont réduit d'un cran les voiles d'avant. Nous, on est parti sur un truc relativement standard en IMOCA. Ok, toute dernière question. Yann, si tu peux répondre de manière assez courte. Tout à l'heure, tu as dit que c'était les ponts qui étaient devenus dans la boîte, c'était le couvercle de la boîte qui était devenu le plus compliqué à construire. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire pourquoi? Alors, peut-être que si on avait fait un pont avec Sam, vu son dessin, il aurait peut-être. Alors, encore une fois, ce n'est que la forme extérieure. Il faut toujours se méfier de ce qu'il cache. Je pense que c'est aussi complexe. Non, on voit bien que suivant la manière dont les architectes ont lu la jauge, ça a beaucoup influé sur la coque, bien sûr, mais aussi sur le pont. On voit bien que les ponts des Columns géants, on en a fait 2, Corum et Arkea, sont très très anguleux, très travaillés, avec des points de blocage partout. Alors quand on pense ça en termes de fabrication, chez nous, c'est des matières qui se dilatent, on chauffe, voilà, donc c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les plis qu'on met sur ces ponts, on a l'habitude de travailler avec des plis de 300 grammes, c'est-à-dire 300 grammes par mètre carré. On peut raffiner, hein, c'est-à-dire un 300 grammes, c'est 2 fois 150 grammes. Donc, ça dépend aussi des échantillonnages. Plus on a des échantillonnages fins, plus on a du temps à passer. Les âmes, je l'ai dit tout à l'heure, sont d'une complexité énorme. On a vraiment une marqueterie. Une fois qu'on a fait la peau extérieure, qui est déjà pas simple, ensuite on pose des morceaux de mousse parfaitement ajustés qui ont été complètement, ça correspond à un modèle élément fini qui a été fait par l'architecte, qui sait où il veut faire passer ses efforts et où sont les risques. Donc c'est vraiment beaucoup de temps, de minutie à réaliser. Et comme le disait Sam, on peut pas, ça se confie pas à n'importe qui, ça demande un savoir-faire énorme. Et les gens en fait qui fabriquent ces bateaux, chez CDK, on a des gens qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans, sont montés en compétence avec la complexification des bateaux. Mais ils ont un savoir-faire nécessaire pour réussir à ce que les architectes nous demandent. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est passionnant, encore une fois. C'est difficile, mais c'est passionnant. Je crois que c'est ce qui caractérise le métier, cette filière. Mais voilà, je vais pas commenter architecte par architecte ce que nous on a ressenti. En tout cas, c'est beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de minutie, et c'est très innovant aussi dans la manière d'assembler les âmes entre elles. C'est aussi c'est du savoir-faire manuel qui est de très haute compétence. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. On n'a eu aucun problème de connexion, donc on s'améliore visioCafé après visioCafé, donc là c'est parfait. Donc, tous les trois, je vous retrouve lundi prochain, puis je vais laisser la parole à Arnaud Cagvel pour la conclusion. Eh bien oui, merci à tous pour votre participation. On voit bien pourquoi on parle de haute technologie. C'était vraiment passionnant. Et merci à nos intervenants qui ont réussi à rendre ça totalement clair et compréhensible. Vous avez fait preuve de beaucoup de pédagogie, c'était très bien. Des infos pratiques, donc la visio va être disponible en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Et notre prochaine conférence se tiendra donc jeudi prochain et traitera du numérique au service de la performance et de la sécurité. Encore un autre sujet à la fois technique et qui présente beaucoup d'enjeux pour les bateaux et les marins. Voilà, merci encore à tous et je vous dis à jeudi prochain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.